Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps. Je suis Daphné Mavrocordatos et aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Dame de Brasempouy, joyau de l'art paléolithique. Qui se cache derrière cette statuette et pourquoi nous fascine-t-elle autant ? Pour le découvrir, je vous emmène dans un voyage au 19e siècle. Attachez vos ceintures, direction les Landes. Nous sommes en 1894 dans le sud-ouest de la France, sur le site de Brasempouy, situé à 3 km du village du même nom, et plus précisément dans la grotte du Pape. Le site est constitué de plusieurs cavités qui communiquent. La grotte du Pape est l'une d'elles. Cela fait 14 ans que le lieu est connu et fouillé, de manière plus ou moins décriée. Mais en 1894, c'est au tour d'Édouard Piette de reprendre les fouilles de ce site. Ce magistrat, devenu préhistorien par passion, a déjà fouillé plusieurs grottes préhistoriques dans les Pyrénées. Il mène un travail méticuleux pour mettre en évidence une chronologie de l'art préhistorique. En effet, au XIXe siècle, la préhistoire est encore une discipline récente, et à la fin du XIXe, bien que l'on connaisse l'art mobilier paléolithique, c'est-à-dire l'art des objets, on ne reconnaît pas encore celui des grottes ornées. Il n'est pas considéré comme datant du paléolithique, c'est-à-dire non contemporain, des objets que l'on découvre en fouille. La discipline étant jeune, les fouilles ne sont pas toujours bien menées et il arrive que de nombreuses informations soient perdues. Mais cela, ce n'est pas le cas du travail d'Édouard Piette, qui essaie d'être le plus précis possible, compte tenu, bien sûr, des méthodes et des moyens de l'époque. Il dira même exactement « Employer exclusivement la grosse pioche dans les amas, ce n'est pas fouiller une station, c'est la détruire ». Pour étudier la grotte du Pape à Brasempouy, il finance lui-même les fouilles et s'entoure d'une équipe de 10 ouvriers, mais surtout, il s'associe à Joseph de la Porterie, qui a déjà fouillé le site et qui était présent lors de sa découverte. De 1894 à 1897, les deux hommes vont mener des campagnes de fouilles très bien documentées pour l'époque. Ils décrivent précisément chaque strate, chaque découverte. Édouard Piette lui-même publie très régulièrement des notices et des articles sur ces fouilles. C'est dans ce contexte que lors des premiers mois de fouilles de Piette et de la Porterie, on découvre au fond de la grotte, là où il fait le plus humide, une petite figurine de 3,66 cm en ivoire de mammouth tout à fait unique. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un visage sculpté en ronde bosse et à y regarder de plus près, on découvre une coiffe, des yeux, un menton saillant et même un nez en volume. Mais, de manière très surprenante, cette figurine n'a pas de corps, alors que les statuettes humaines déjà découvertes par les préhistoriens présentent plutôt des corps sans tête, ou la tête seulement esquissée, mais rien d'aussi fin et détaillé que celle-ci. Vous l'aurez compris, on vient de découvrir le premier visage préhistorique, la Dame de Brasempouy, ou Dame à la capuche. Piette continue les fouilles de la grotte du Pape et y découvre de nombreux objets d'art, dont d'autres figurines, mais aucune représentant un visage humain. Les objets découverts par Piette à la grotte du Pape rejoignent sa collection personnelle et seront donnés au Musée d'archéologie nationale au début du XXe siècle, où ils sont depuis exposés dans la salle Piette, restés inchangés selon le souhait du donateur. Après ce voyage au XIXe siècle, nous retrouvons Catherine Schwab, conservatrice des collections paléolithiques au Musée d'archéologie nationale. Bonjour Catherine, merci de te joindre à nous aujourd'hui pour nous présenter la Dame à la capuche et sa découverte. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu la collection dont tu as la charge au musée ? Bonjour Daphné, je suis conservatrice des collections paléolithiques et mésolithiques, c'est-à-dire de la préhistoire ancienne. Le musée d'archéologie nationale comprend à peu près 3 millions d'objets et les collections préhistoriques dont je m'occupe constituent les 2/3 de ces collections. La Dame de Brasempouy, qui est ce joyau de nos collections au musée, a été découverte donc, dans la grotte du Pape, avec plusieurs figurines paléolithiques à peu près au même moment, mais parfois très différentes de la Dame à la capuche. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette concentration de figurines dans le lieu et pourquoi est-ce que cette petite tête est si singulière ?
Alors cette petite tête, elle est singulière parce que c'est un visage et que la plupart des statuettes de la même époque sont plutôt des statuettes féminines avec une tête mais sans visage ou franchement sans tête. Donc là, le visage, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Et effectivement, elle a été trouvée au milieu d'une dizaine de statuettes, toutes en ivoire de mammouth et toutes plutôt au fond de la grotte. Et on a aussi découvert dans cette même cavité des fragments d'ivoire qui nous font penser que les statuettes étaient fabriquées sur place et que donc on avait affaire à un atelier de sculpture. Donc en effet, c'est pas la première figurine à forme humaine du paléolithique, puisque comme tu dis, on est aussi sur un atelier. C'est pas forcément le premier endroit où on découvre des figurines paléolithiques. C'est le premier visage, en tout cas. Mais comment est-ce que cette découverte a-t-elle été perçue au moment où elle a été faite? Et est-ce qu'il y a eu des études qui ont pu expliquer un peu son originalité? Alors c'est le premier visage, donc c'est une grande surprise déjà. Et Piette, en plus, trouve qu'elle ressemble beaucoup aux représentations qu'on connaît dans l'archéologie de l'Antiquité égyptienne. Donc il est un peu sceptique au départ, mais finalement, étant donné le contexte archéologique, il sait bien qu'elle est effectivement bien paléolithique. Elle a été très étudiée, évidemment, puisqu'elle est un peu iconique, que ce soit pour le public ou même pour les préhistoriens. Et elle a été étudiée à pas mal de points de vue. On l'a étudiée évidemment pour son style, mais aussi pour sa technique, pour des questions aussi de conservation dans le site, ce qu'on appelle la taphonomie. Et puis aussi par rapport au mammouth, à l'ivoire de mammouth, sachant qu'on n'est pas vraiment dans les Pyrénées, dans le milieu qu'on appelle la steppe à mammouth. De l'ivoire de mammouth, on en a beaucoup plus en Europe centrale et en Europe orientale, où là, on connaît un grand nombre de statuettes façonnées dans cette matière première. Elle a aussi été étudiée du point de vue de la conservation, puisqu'on est très attentif à sa fissure, puisqu'elle est fissurée, elle a la joue fissurée. Et donc on fait très attention à ce que cette fissure ne s'aggrave pas. Et donc il faut surveiller, un peu comme le lait sur le feu, le climat de la salle dans laquelle elle est conservée. Et justement, cette fissure, on sait à quoi elle est due ou pas? Alors cette fissure, on pense qu'elle est due au sortir de la fouille, parce que comme le disait Piette, la grotte était très humide. On a certainement 80% de taux d'humidité dans cette grotte. Il disait même que certaines statuettes en ivoire coulaient comme du fromage de brie. Donc, quand elles sont sorties de la grotte, elles ont certainement subi un choc climatique, le passage d'un climat très humide à un climat beaucoup plus sec. Et c'est probablement à ce moment-là que cette statuette s'est fissurée, si elle n'était pas déjà fissurée depuis beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire depuis le Paléolithique. Bon, et du coup, on connaît plusieurs statuettes féminines. Est-ce qu'on a des pistes d'interprétation? Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé un corpus de statuettes humaines et beaucoup qui ont l'air féminines? Alors c'est vrai que pour cette période, le gravétien, et particulièrement le gravétien moyen. Le gravétien, c'est quelle chronologie à peu près? Alors c'est il y a à peu près 30 000 ans. C'est la deuxième période du paléolithique récent, le moment où l'homme moderne est enfin arrivé en Europe. Et cette statuette, donc, elle est plutôt bien datée parce que Édouard Piette fouillait assez bien. Ses méthodes de fouille étaient assez précises. Et depuis, il y a eu des fouilles récentes qui ont été menées d'abord par mon illustre prédécesseur, Henri Delporte, qui a été conservateur des collections préhistoriques, puis directeur du Musée d'archéologie nationale. Il y a eu des fouilles encore plus récentes qui ont été dirigées par Dominique Buisson, Dominique-Henri Gambier, François Bon. Ces fouilles sont encore en cours d'étude. Enfin, le mobilier archéologique, les données des fouilles sont encore en cours d'étude et en cours de publication. Et puis, il y a eu aussi un très beau travail qui a été mené par l'archéologue départemental des Landes, Aurélien Simonet, qui a beaucoup étudié donc, le site de Brasse-en-Pouille et un certain nombre de collections. Donc ce contexte archéologique, on le connaît bien. Elle est plutôt bien datée, malgré qu'il s'agisse de fouilles anciennes. Et justement, sur les autres Vénus, ce terme qu'on utilise encore, bien qu'il soit parfois remis en cause, ces autres Vénus ou statuettes féminines, on en a trouvé aussi
ailleurs que dans la grotte du Pape. Est-ce qu'elles se rapprochent de la Dame de Brassempouy? Est-ce qu'elles s'en séparent par leur style, par leur technique et leurs matériaux? Alors c'est vrai qu'on connaît des statuettes féminines quand elles sont sexuées. Et il existe aussi des statuettes non sexuées et très très peu de statuettes masculines. Donc la majorité ce sont des statuettes féminines qu'on connaît dans toute l'Europe, des Pyrénées à la Sibérie, à cette période du Gravétien. Ces statuettes, elles sont façonnées dans différents types de matériaux. Il y a de la pierre, il y a de l'ivoire, il y a de l'os, il y a beaucoup de sortes de pierres différentes, des pierres de couleur, comme la stéatite verte par exemple. Et ce sont en général des femmes entières, avec ou sans tête, et si elles possèdent une tête, plutôt sans visage. Et ces femmes montrent des caractères féminins très accentués, des caractères maternels. Donc on pense, pour pas mal d'entre elles, à des représentations de femmes enceintes. Mais certaines femmes ont quand même plus l'air d'être des femmes âgées, un peu dodues, mais pas forcément des femmes jeunes enceintes. En tout cas, une majorité de femmes, ça c'est certain. D'accord. Et on a pu commencer à réfléchir justement sur pourquoi représenter des femmes, pourquoi justement des femmes voluptueuses. Alors, des femmes enceintes, on pense à la fertilité, à la fécondité. Des femmes, disons, voluptueuses en général, on est peut-être plus du côté de la féminité et de la sexualité. Au Paléolithique, on a un certain nombre de données qui nous font dire qu'on n'est pas toujours en suffisance alimentaire. Donc peut-être aussi que c'est un critère de beauté. Aujourd'hui, nous avons de la nourriture à foison là où nous vivons et à l'époque où nous vivons. Mais ça n'est le cas que depuis très peu de temps et uniquement dans une partie du monde. C'est peut-être pour ça que les canons de la beauté se sont un peu inversés. Mais pendant pas mal de périodes, une belle femme, c'était plutôt une femme bien en rondeur. Et justement, cette dame de Brassempouy, elle n'a pas de corps. Et donc, elle n'a pas de rondeur, visiblement. Avait-elle un corps? N'en avait-elle pas? Est-ce qu'on a eu des études là-dessus? Ça, c'est la grande question. Pendant très longtemps, pendant les fouilles récentes, on a espéré retrouver le corps qui allait avec la tête. Mais Randall White, qui était préhistorien, qui était professeur à l'université de New York et qui était un grand spécialiste des statuettes de Brassempouy, lui pensait, en regardant la façon dont le cou, l'arrière du cou était fini, lui pensait qu'il s'agissait d'une tête et pas d'une statuette entière, et qu'il était donc un peu vain d'espérer trouver le corps qui allait avec la tête. C'est quand même une originalité, en tout cas d'après ce qu'on a découvert, d'avoir ce portrait en ronde-bosse. Alors oui, c'est vrai que c'est très original d'avoir ce visage. Alors, est-ce un portrait au sens de la représentation d'un individu? C'est moins sûr. C'est peut-être plus l'image d'une femme idéalisée, si c'est bien une femme. Bon, elle a quand même l'air très fine, très féminine, mais il n'est pas exclu que ça puisse aussi être une personne jeune, pas forcément féminine. En tout cas, on n'a pas de caractère sexuel féminin affirmé avec juste cette petite tête. Mais c'est vrai qu'elle a quand même cette grâce qui fait penser à une tête féminine. Du coup, ça nous amène quand même aussi à penser qui fabriquait, représentait ces femmes. Est-ce qu'on a des études là-dessus aussi? Qui a sculpté cette femme en particulier ou l'image de la femme idéale? C'est évidemment difficile à dire. Pendant très longtemps, dans les ouvrages sur la préhistoire, notamment les ouvrages pour les enfants, on montrait toujours des hommes âgés, barbus, en train de sculpter des statuettes féminines avec une femme nue qui posait comme modèle. Mais un historien de l'art américain, Leroy McDermott, lui a pensé que c'était plutôt les femmes qui se représentaient elles-mêmes, en tout cas pour les statuettes entières, en se regardant elles-mêmes de haut en bas. Et il a pris des photographies de femmes nues de haut en bas et de statuettes de haut en bas. Et c'est vrai que la concordance est assez évidente. Alors peut-être que finalement, ce sont des femmes qui se sont représentées elles-mêmes quand il s'agit de statuettes entières. Parce que là, se représenter soi-même, représenter son visage soi-même, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi qu'on puisse quand même regarder son reflet dans l'eau. En tout cas, malheureusement, on ne le saura probablement jamais. Ça fait partie des grandes énigmes de l'art préhistorique.
Merci Catherine de nous avoir présenté la Dame de Brassempouy. Merci à toi Daphné de m'en avoir donné l'occasion. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cet objet, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique podcast. Nous y avons inclus une petite bibliographie et quelques éléments sur l'objet. Je vous recommande également de visiter la salle Piette où la Dame à la capuche est présentée avec l'ensemble de la collection d'Édouard Piette. Pour cela, réservez votre visite sur le site internet musée-archéologienationale.fr. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain épisode à la découverte des collections du Musée d'archéologie nationale. C'était Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale.